Autant mon père fréquentait les plus grands, autant ce qu'il adorait, c'était aller dans un café du Kikar de Netanya et entendre les gens. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et nous accueillons aujourd'hui Nili Naouri pour parler d'une soirée de commémoration en l'honneur de son papa Jacques Kupfer, Zichrono Livracha, qui aura lieu le mercredi 11 août 2021 à 19h30 dans la salle Echal Atarbut à Netanya. Nili Naouri, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps pour parler de cette soirée qui vous tient énormément à cœur. Je sais que c'est pas facile, ça fait seulement 6 mois qu'il nous a quittés. Et chaque mois, vous avez décidé, en sa mémoire, d'organiser soit une conférence sioniste, soit une réunion de ce type pour parler de lui, de ses actions. Ça a été quelque chose de particulier cette soirée parce qu'elle est venue à l'initiative des habitants de Netanya qui l'ont bien connue. Oui. Autant mon père fréquentait les plus grands, les premiers ministres, les ministres, les députés, autant ce qu'il adorait, c'était aller dans un café du Kikar de Netanya et entendre les gens. Les gens venaient s'asseoir à sa table et ils discutaient politique, et ils discutaient idéologie et amour du pays, et c'était ce qu'il adorait. Oui, les habitants de Netanya l'ont bien connu. Tous les Yom Chevron qu'il a organisés durant plus de 35 ans, le Kikar se vidait, et les plages de Netanya se vidaient lors de ce jour, et les autobus filaient en file indienne vers Chevron. Donc oui, les gens de Netanya nous ont demandé d'organiser une soirée à Netanya, et c'est la raison de cette soirée. Alors, il a fait énormément de choses, Jacques Kupfer. Il a bien sûr été, je crois, le dernier natif bétard de France, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, s'il y a un titre, et il en a... pas mal. Il en a eu beaucoup, grâce à Dieu, mais un titre, je pense qui était le plus important pour lui, c'était Natif Beitar. Ça veut dire commandant, c'est ça ? Commandant du Beitar de France. Il y est rentré lorsqu'il avait 14 ans. Et c'est vrai qu'il a monté ce Beitar en récupérant toute cette jeunesse juive qui ne connaissait pas véritablement son identité, qui avait perdu sa fierté. Et c'est lui qui l'avait eu à redonner donc sa fierté juive, sa dignité, sa puissance. Il défilait dans Paris avec tous ses Beitarim en rang, au pas. C'était une véritable armée qu'il a fondée, et on savait que lorsque Jacques Kupfer arrivait avec ses Beitarim, la communauté pouvait être tranquille. Alors, quand on dit 14 ans, un engagement pareil, ça veut dire que derrière, les racines, l'héritage familial est aussi présent. Il paraît qu'il est né dans un camp de réfugiés. Oui, ses parents qui étaient de Pologne et de Russie, avaient tous les deux fui et s'étaient rencontrés d'ailleurs en Ouzbékistan, comme pas mal de juifs d'Europe de l'Est qui avaient compris quel était le danger de l'horreur nazie. Et donc, ils avaient formé une communauté en Ouzbékistan. Bien entendu, mon grand-père avait pris la tête de la communauté là-bas. Il a toujours été chef de communauté. Il a commencé à 17 ans à être envoyé au goulag en Sibérie pour avoir frappé un soldat du tsar qui était en train de frapper un pauvre juif. Et on comprend que Jacques Kupfer, quand on dit la pomme ne tourne pas loin de l'arbre, on comprend mieux. Bon, il a fait des tas de choses. Il a créé aussi le Front d'étudiants juifs, le fameux FEJ. Et c'était la bagarre dans les universités. Il défendait ses idéaux. Encore une fois, à l'époque où en France, il y avait beaucoup d'étudiants anti-Israël, pro-palestiniens qui faisaient du grabuge, il faut bien le dire. Oui, et quand on parle aujourd'hui du danger de l'islamo-gauchisme, mon père a été un des premiers à l'identifier. Il a été visionnaire dans énormément de domaines, et là déjà en tant qu'étudiant, c'était contre cette extrême gauche qu'il se battait dans les universités, et il ne les laissait pas parler contre Israël. Et c'est vrai que lorsqu'il arrivait, il n'y avait plus un tract antisioniste qui était collé dans les universités, et personne
personne n'osait Broncher. lever le ton. Il était sur une liste noire de personnes qui devaient être abattues. Il se baladait avec un nunchaku dans les rues de Paris, mais il était toujours droit et fier et toujours à affronter le danger sans crainte. Alors, il a fait plein de choses. Il a dirigé le Héroute de France, siégé bien sûr à l'organisation sioniste mondiale. Il a eu d'ailleurs sa dernière fonction, c'était de diriger un département francophone. C'était quelque chose qui lui tenait énormément à cœur au sein de l'organisation sioniste mondiale. Ça a été sa dernière bataille. De fonder un département francophone à l'Organisation sioniste mondiale. Et ça a été une longue et rude bataille, mais il a obtenu. Il devait avoir justement ce poste de directeur des activités sionistes en Angola et de ce département francophone. Il avait déjà mis sur pied énormément de programmes qui lui tenaient à cœur. Et j'espère maintenant en tout cas, il y a déjà plusieurs programmes qui sont déjà en train d'être réalisés. Des programmes qu'il avait initiés. Il avait eu le temps de le faire. Eh bien, en fait, il avait été élu en octobre. Il devait prendre ses fonctions en janvier, le mois où il est parti. Mais depuis octobre, il avait déjà eu largement le temps de travailler. C'était pas quelqu'un qui se reposait sur ses lauriers. Et donc, bien avant de prendre ses fonctions, il avait déjà mis en place tous ses programmes. Et entre autres, un projet qui a été réalisé, c'est le livre de Jérusalem. Il avait demandé à Shraga Blum d'écrire un livre sur Jérusalem qui, à la lecture duquel le lecteur ne peut arriver qu'à une seule conclusion, c'est que Jérusalem est la capitale éternelle et indivisible du seul peuple juif. Et il avait demandé à ce que ce livre voie le jour de Yom Yerushalayim. Et quand je vous disais qu'il était visionnaire, nous savons ce qui s'est passé le jour de Yom Yerushalayim. Nous avons vu à quel point Jérusalem est au cœur du conflit et la seule réponse valable était que Jérusalem n'appartient qu'au seul peuple juif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Nelly, pendant cette soirée? Je rappelle, mercredi 11 août à 19h30, à Natania, c'est 4 derrière Raziel, il y a 250 places. Évidemment, c'est gratuit, il faut simplement réserver si on a envie d'y aller, de s'y rendre. Je vais donner ensuite le numéro de téléphone. On va faire quoi? On va parler de son héritage, on va raconter ses combats, on va parler d'Israël is Forever, puisque c'est aussi cette association que vous avez fondée avec lui qui est à l'initiative de cette soirée, en tout cas sous l'égide de laquelle va se dérouler cette soirée. Oui, on va un peu reprendre son combat et réécouter sa voix vibrante et puissante lors de ses discours, parce que c'était quelqu'un aussi qui avait un charisme extraordinaire et c'était un tribun exceptionnel. Lorsque il faisait un discours, tout le monde était galvanisé. Il arrondait les foules, comme on dit. Oui, c'était quelqu'un qui pouvait enthousiasmer, qui pouvait raviver la flamme juive de n'importe qui, même de celle qui était pratiquement éteinte. Et lorsque on l'écoutait, on avait tout de suite envie de prendre un drapeau d'Israël et de défiler en Israël. Donc oui, on va reparler de son parcours. Il y aura aussi des invités de haute personnalité politique et publique, dont d'anciens ministres Miri Regev et Ophir Akounis, le député Miki Zohar, la maire Myriam Feyerberg, les conseillers municipaux, le président de l'Organisation sioniste mondiale, Yaakov Ragoel. Et puis voilà, et puis nous, la famille. Vous allez parler? Oui, on va parler. On a beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est quand je vois. Je n'arrête pas de recevoir des photos et puis de me replonger, bien entendu, dans son parcours. Et c'est tellement intarissable de choses à raconter. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé. C'est qu'il n'y a pratiquement pas une journée qui se passe sans que quelqu'un ne me dise « c'est grâce à votre père que je suis montée en Israël ». Là encore, d'ailleurs, la veille de cet événement, il y a encore une famille, des amis qui montent en Israël et qui m'ont dit « c'est incroyable à quel point c'est symbolique que on pensait que ton père allait venir nous accueillir à l'aéroport avec le drapeau d'Israël, mais il nous accueille avec cette soirée hommage et c'est très symbolique aussi pour nous. »
Alors, je sais que c'est très émouvant de parler de lui. J'imagine 6 mois, c'est pas grand-chose encore. C'est tout frais. Je sais l'impact qu'il a laissé dans votre famille. Il paraît qu'il a laissé des écrits. Oui, il a laissé des écrits. D'abord, il a laissé des écrits sur son père, parce que comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une personnalité haute en couleur. Et donc, il a retranscrit la vie de son père, qui est vraiment pleine de... Que vous ne connaissiez pas, c'était aussi une découverte si vous connaissiez quand même. Non, c'est pas une découverte, parce que il nous avait raconté, beaucoup parlé, mais le fait que ce soit par écrit et que ça va se transmettre, c'est beau. Oui, c'est très important. Et oui, il a écrit, d'abord... il n'arrêtait pas d'écrire. Il tenait un journal, le journal Alerte, pendant des années. C'était le journal du Likoud de France. Il a toujours écrit, il a énormément d'articles. Et ça, certainement que nous ferons aussi un recueil de ces articles. Mais il avait commencé à écrire un livre. Dont le titre... il a raconté aussi des anecdotes qu'il a eues avec ce qu'il appelait les 3 géants d'Israël. C'était Begin, Shamir et Sharon, qu'il a énormément côtoyé. Il était très proche d'eux. Donc, il a raconté beaucoup d'anecdotes avec eux. Et il a écrit donc un livre qui s'appelle « De l'honneur d'être juif ». Et rien que dans le titre, on comprend déjà toute la puissance de ses écrits. Quand je l'ai lu, voilà, c'est-à-dire même moi, qui a été bercée toute ma jeunesse, toute ma vie, par ces propos tellement passionnés. Voilà, il faut juste lire ses écrits pour... Je sais que vous êtes très émue, je veux pas... Oui, pour comprendre cet honneur d'être né juif. Ok, alors je comprends que la soirée risque d'être vraiment extrêmement émouvante pour tous ceux qui l'ont connu. C'est aussi une occasion, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas connu, de découvrir ce personnage qui a été quand même... Je ne sais pas trop si quelqu'un ne l'a pas connu. En tout cas, aussi bien que vous, dans les détails. Ça, donc, à part le personnage, il y a le personnage, on va dire, voilà, entier, etc. Il y a beaucoup de fond derrière. Il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Alors, on sait que c'était quelqu'un qui n'aimait pas la compromission. Vous allez sûrement aussi en parler pendant cette soirée. Son message, voilà, c'était tout sauf porter atteinte au peuple juif. Il fallait surtout pas que ça arrive. C'était ça, sa ligne de conduite. C'était ça qui le... Oui, lorsqu'on voit aujourd'hui d'ailleurs la coalition qui a été formée, moi je n'ai aucun doute de la position qu'il aurait eue. Lorsque je vois qu'il y a un soi-disant Rav réformé qui est à la tête de la commission, d'une des commissions de la Knesset, enfin qui siège dans le gouvernement, je sais très bien ce qu'il aurait dit. Il a mené un combat contre les réformés. Il ne fallait pas ôter une seule lettre d'un Sefer Torah, comme on ne peut pas toucher à un seul centimètre de la terre d'Israël. C'était un fier disciple de Zev Jabotinsky qui disait « Kula Sheli ». Et on ne peut pas faire de compromission sur la terre d'Israël comme on ne peut pas faire de compromission sur la Torah d'Israël. Et donc, c'est vrai que ça a été quelqu'un d'intransigeant sur ce point, et c'est véritablement son message. C'est ça qui fait que c'était une personnalité parfois, on va dire, qui ne plaisait pas à tout le monde, parce qu'il était, il était d'un seul bloc. C'est clair, il était controversé, mais même ses adversaires politiques le respectaient énormément à cause de sa force de conviction. Vous avez des messages ? Oui, on a eu des messages, même de ses détracteurs politiques, après son départ, et cela montre à quel point les gens savaient que ça n'était pas des faux semblants. Lorsqu'il disait quelque chose, il n'avait pas la langue de bois, il disait ce qu'il pensait tout haut, il disait tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas mais n'osaient pas dire, et c'était ce que les gens appréciaient chez lui, c'était son franc-parler et son entièreté. C'était tout devait rester dans son intégrité. Et c'était ce qu'il véhiculait comme message. Alors, j'espère que il y aura beaucoup de monde pour honorer la mémoire de votre père Jacques Kupfer. Donc, je donne le numéro de téléphone. Si vous avez envie de réserver, c'est gratuit, mais il faut quand même réserver pour permettre aux organisateurs de s'organiser. C'est le cas de le dire. 054 597 26 55, 054 526 150. C'est l'un ou l'autre, comme vous voulez.
On remettra le numéro de téléphone sous la vidéo. Juste préciser que ce livre dont vous avez parlé, ce livre dédié à Jérusalem sera distribué pendant la soirée. Donc franchement, c'est un très joli livre. Vous allez apprendre plein de choses. Il paraît qu'il va être traduit. C'est vrai ? Oui, c'était le vœu de mon père. Le but était de le distribuer dans toutes les communautés juives du monde. Donc là, il a été en premier distribué en français. Il va bientôt sortir en hébreu. Il est aussi traduit en anglais et en espagnol. Et donc bientôt, il sera imprimé aussi dans ces langues. C'est extraordinaire. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Et j'espère que le 11 août, vous aurez beaucoup de monde. Voilà. Merci à bientôt. beaucoup. À bientôt. À bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.